J'ai pas d'idée pour l'épisode sur le 20e. Romain! Il est où celui-là encore? Il y a 4 étapes. C'est la première, la fameuse machine. C'est plus important, c'est de sortir d'ici pour un seul morceau. Ça va, ça bosse dur? Non mais si, mais c'était parce que je me suis dit qu'on pouvait faire un épisode sur l'abstraction en fait. Ah ouais? Bon, ça passe pour cette fois-ci. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans Vice Versa on parle de l'abstraction. Et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui on s'attaque au XXe siècle. Et on va en parler grâce à Kandinsky. Vassily Kandinsky, c'est un peintre russe qui est né en 1866 et qui est mort en 1944. Mais on le qualifie plutôt de peintre russe-allemand puisqu'une bonne partie de sa carrière va s'effectuer en Allemagne. Et il va créer là-bas notamment en début de carrière un groupe expressionniste allemand qui s'intitule Der Blaue Reiter, ou Der Blaue Reiter, enfin le cavalier bleu quoi, où là, l'art va encore être figuratif pour Kandinsky. Mais bon, avant d'attaquer un petit peu plus la carrière du peintre, ça serait peut-être bien de savoir d'où vient l'abstraction, non? Les prémices de l'art abstrait naissent à la fin du 19e siècle autour du groupe des impressionnistes. Eux, plus besoin de les présenter, tout le monde les connaît bien, Manet, Monet, Sisley, Pissarro. Monet, à la fin de sa carrière, va par exemple peindre toute une série de tableaux sur un même thème, et un thème pas forcément très reluisant. Une série de meules de foin ou une série concernant la cathédrale de Rouen. Ok, super, mais vous allez me dire qu'il y a quand même bien un sujet dans ces peintures. Et vous aurez raison. Mais ici, le thème est secondaire. Monet ne cherche pas vraiment bien à peindre des meules de foin ou une cathédrale. Il cherche à montrer sa peinture et comment la lumière joue sur celle-ci. C'est l'effet de la lumière changeante à des différents moments de la journée qui est recherché par Monet et le sujet ici devient donc juste un prétexte. On est donc ici vers le premier pas qui va mener vers l'abstraction, la perte du sujet. Le sujet n'a plus vraiment d'importance. Début 20e, on aura un courant que vous connaissez tous, le cubisme, mené par Picasso et Georges Braque, qui va chercher à déconstruire et à fractionner complètement le sujet, au point que ce sera notre œil et notre œil seul qui va recomposer le sujet. Et du coup, parfois, même si on peine à reconnaître un sujet dans leur toile, les cubistes vont vraiment totalement rejeter l'abstraction et vont toujours s'attacher à avoir un référent, même dans leur titre, ça ne sera jamais sans titre, composition, impression, comme le fera Kandinsky plus tard. Et enfin, un mouvement né au début du XXe siècle autour de Matisse et de Rhin, le fauvisme, va se départir de la couleur mimétique du sujet. Ne pas respecter la couleur mimétique d'un sujet, c'est quoi? C'est par exemple peindre une plage rouge ou encore l'abbaye de Westminster en vert. Le sujet n'a donc plus vraiment d'importance, il est déconstruit et la couleur n'est donc plus vraiment semblable à celle de la réalité. Quelle est l'évolution possible? L'abstraction. Kandinsky en est un pionnier, il va vraiment être un des premiers à créer de l'art abstrait. Mais lui va être plus influencé par les fauves, car l'art de la couleur va vraiment être primordial chez lui. Son abstraction est dite lyrique. Lyrique pourquoi? Parce qu'elle est vraiment fondée sur la musique, la philosophie, la théosophie. Vraiment, tout est très théorisé chez Kandinsky. C'est la raison pour laquelle en 1910 il va écrire un livre où il va expliquer toute la théorie de sa peinture qui s'intitule « Du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier ». Il y explique l'influence que la musique a eue pour son art et notamment celle d'Albert Schoenberg qui est le créateur du groupe des dodécaphones. Pour créer une tonalité en musique, on va utiliser une gamme de 7 tons avec des intervalles différents, Do mineur, Ré majeur, Sol mineur. Avec les dodécaphones, on décide de supprimer ces tonalités. On va donc jouer toutes les notes de la gamme chromatique sans exception. Ce qui va donc créer une atonalité et vraiment une musique avec une couleur très différente. On vous laisse en description un petit lien pour aller écouter. On mentionne un tout petit peu cette musique dans le film La femme au tableau dont le personnage joué par Ryan Reynolds est en fait le fils d'Albert Schoenberg. Bon bref, tout ça pour dire que la peinture de Kandinsky c'est une peinture très théorisée, très intellectualisée mais aussi très sensible. Il faut néanmoins rappeler que Kandinsky a fait de la peinture figurative au début de sa carrière avec des thèmes très connus comme Saint-Georges et le dragon, ce qui lui permettait de peindre son sujet de prédilection, le cheval. Et on voit aussi que sa peinture est déjà très colorée. Le glissement vers l'art abstrait s'effectue en douceur et on a une anecdote où Kandinsky raconte dans ses mémoires qu'un jour il rentre dans son atelier et il voit une toile dont la beauté irradie d'une lumière intérieure. En fait, c'est simplement une de ces toiles qui est tournée et dont le sujet figuratif n'est plus lisible. L'abstraction lui tend donc les bras. Sa première toile abstraite, c'est en fait une aquarelle qui est conservée au Centre Pompidou et qui est antidatée
de 1910 mais qui est en fait daté de 1913. Mais bon, comme à l'époque tout le monde voulait être le premier à faire de l'abstraction, bah tout le monde antidate. Concernant notre toile du jour, il s'agit d'une toile de 1923 conservée au musée Guggenheim et qui s'intitule Composition numéro 8. Numéro 8 car en fait il y a eu 10 compositions et on retrouve bien du coup ce travail de la série qui avait déjà été ébauché chez Monet mais aussi chez Albert Schoenberg. Les toiles intitulées Composition représentent vraiment le moment culminant de la réflexion de l'artiste sur son art, mais on a d'autres séries aussi qui s'intitulent Impression ou Improvisation. Bon, pour la description, on a des formes géométriques colorées qui s'organisent autour de lignes droites noires et tout ça avec des damiers de couleur et noir et blanc. Les formes triangulaires sont retrouvées plus au centre, tandis que les formes circulaires sont vraiment reléguées sur les côtés. On peut comparer cette toile avec la composition numéro 7 qu'il avait peinte 10 ans auparavant et qui est sensiblement différente. Dans la composition numéro 7, on a un vrai bouillonnement des couleurs, un vrai déchaînement des parties colorées. Dans la composition numéro 8, on retrouve une composition très stabilisée et très géométrisée. Cette différence nette entre ces deux peintures peut être comprise par le fait que Kandinsky va quitter la Russie où l'art abstrait est interdit et va rejoindre l'Allemagne où le Bauhaus va vraiment l'influencer et le marquer. Le Bauhaus, en fait, c'est une école qui est fondée en 1919 et qui est le résultat de la fusion entre l'école des arts décoratifs et l'école des beaux-arts de Weimar. Par extension, cela désigne aussi un courant artistique qui va surtout concerner l'architecture, le design et les arts plastiques. Très grossièrement, ce mouvement va avoir tendance à simplifier et à créer une géométrisation des formes. Kandinsky sera notamment un des professeurs de l'école Bauhaus de Weimar. Pour bien comprendre l'art de Kandinsky, on peut en fait identifier 3 phases créatrices de son travail. La première étape est d'identifier la résonance intérieure des éléments. Les formes et les couleurs pour Kandinsky ont toute une nature extérieure. Le bleu par exemple peut renvoyer à l'eau, au ciel, mais elles ont aussi une nature intérieure. Pour lui, le bleu par exemple renvoie au céleste ou au spirituel. Et c'est ça qu'il va vouloir montrer dans sa peinture. Ça va, vous regardez encore la vidéo? Vous êtes peut-être les derniers. Allez, courage, c'est bientôt fini. De toutes ces natures intérieures qu'il va poser sur la toile, va se créer une dynamique vitale entre les lignes et les formes. Il va donc mettre en résonance les lignes, les formes, les couleurs et va mettre en rapport tout ça avec nos sens ou avec par exemple des références à la musique. La deuxième phase, c'est celle de la construction pour Kandinsky. C'est celle de la confrontation de toutes ces résonances entre elles et de la mise en ordre des natures intérieures pour rendre quelque chose de vivant. La troisième étape, c'est l'exercice de composition. C'est la composition qui va vraiment ramener l'harmonie et qui va ramener les formes isolées en unité harmonique. Je vous en ai déjà parlé un petit peu plus tôt, mais Kandinsky va aussi élaborer une théorie des couleurs et une symbolique de celle-ci. Car selon lui, les couleurs parlent à l'âme humaine en la faisant vibrer. Faire vibrer l'âme humaine, c'est donc ici la résonance interne des couleurs. Et ces couleurs vont reposer sur des contrastes. Le premier contraste, c'est le contraste entre le jaune et le bleu. Le jaune est chaud, tandis que le bleu est froid. Mais aussi le jaune est terrestre, tandis que le bleu est céleste. Dans notre tableau, ce contraste est très bien mis en valeur par 3 cercles qui représentent 3 fois le jaune et le bleu. Dans la composition, ce qui attire l'œil aussi tout de suite, c'est cet énorme cercle noir cerné de rouge. Là encore, on peut encore y voir un contraste puisque le rouge pour Kandinsky évoque l'agitation et le noir évoque le silence de la mort et le rien. On peut aussi voir un dégradé allant de la couleur la plus froide à la plus chaude. Le violet au milieu du cercle noir, en fait, c'est un rouge froid, atténué selon Kandinsky. Ensuite, on a cet énorme cercle noir qui est vraiment une couleur de silence. On a un bord bordé de rouge mais très pâle, un cercle rouge et enfin un cercle jaune qui est la couleur chaude par excellence. Pour finir avec les contrastes de couleurs, on en retrouve aussi dans la composition avec des amas de blanc cernés par des lignes noires. Le blanc et le noir sont opposés dans la théorie de Kandinsky, mais aussi avec un cercle rouge bordé par du vert, le rouge étant l'agitation, le vert étant le calme et la sérénité. Kandinsky ne s'arrête bien sûr pas aux couleurs pour sa théorie, il en élabore aussi une pour les formes. Les formes les plus essentielles chez Kandinsky, ce sont les formes pures comme le triangle, le carré et le cercle. Dans la composition, ces formes sont complétées par des lignes, des spirales et des damiers. N'empêche que toutes les formes naissent d'abord du point, qui s'il est continué va former une ligne, et s'il est courbé va former un cercle. Le cercle étant l'aboutissement de tous les processus d'engendrement. D'ailleurs, il va prendre une place
très importante dans les futures peintures de Kandinsky et il va remplacer en fait la figure du cheval qu'il avait dans la peinture figurative. Vous l'avez donc vu, l'art de Kandinsky est donc très complexe, très intellectualisé mais aussi très sensible. Par des éléments abstraits, Kandinsky essaie de nous faire ressentir la nature profonde des éléments et de l'harmonie qui s'en dégage. Je laisse donc la parole à Kandinsky pour conclure cet épisode par une de ses citations. Chaque œuvre naît, du point de vue technique, exactement comme naquit le cosmos, par des catastrophes qui, par des grondements chaotiques des instruments, finissent par faire une symphonie qu'on nomme musique des sphères. La création d'une œuvre, c'est la création du monde. Pfiou. Fini. En fait, il est où Romain ?